Vous voyez cette immense foule qui était en 2014 un progrès technique dans le monde du jeu vidéo. Des centaines de PNJ plongeant le joueur dans l'immersion d'un jeu prenant place dans les rues de Paris en pleine Révolution française. Elle nous fait ressentir la colère de toutes ces personnes. Nous vivons le chaos parisien, entre les différentes factions qui cherchent à s'écraser pour contrôler la ville. Depuis ses toits, Arnaud Dorian voit Paris s'embraser, prenant pleinement part aux décisions invisibles dont les conséquences changent l'histoire. Dans le jeu, cette foule nous sert à nous cacher, à fomenter dans l'ombre, à faire disparaître et détruire dans ce brasier incessant. Mais cet incendie, c'est des centaines de visages. Et ces visages sont des parcours de vie issus de différents contextes qui, eux, sont utiles non pas aux joueurs, mais à ceux qui leur font subir le bouleversement historique qui se joue. Anatole France nous décrit ces visages dans Les Dieux ont soif, écrit en 1912, près de 150 ans après les événements de la Révolution. L'auteur nous fait suivre Évariste Gamelin, jeune homme révolté par la strangulation que la noblesse lui fait subir à lui et à sa mère. Il est partie prenant de cette foule. Dans ses yeux, l'étincelle du brasier que l'on voit dans Unity. Le roman présente de l'intérieur la machine structurelle de la Révolution, l'épuration idéologique en son sein, l'intransigeance de ses punitions et la consommation des membres qui hier encore la faisaient vivre. Anatole France ne nous montre pas la terreur comme l'irruption soudaine de la barbarie chez des êtres naturellement violents, mais comme la conséquence presque logique d'une foi politique devenue incapable de douter. La pensée contraire est une trahison au nouveau monde à venir. Dès lors, la terreur n'apparaît plus comme un accident de la Révolution, ni comme une parenthèse regrettable au milieu d'un grand récit émancipateur. Elle apparaît comme le moment où la promesse de justice se durcit en religion de la vertu, et où cette vertu, parce qu'elle ne tolère plus ni contradiction ni faiblesse, devient une machine à tuer. Et pour la suite de la vidéo, j'aimerais préciser que je ne veux pas discuter des causes plus occultes de cette révolution, car c'est un sujet déjà maintes fois abordé, mais bien de ces personnes comme Évariste Gamelin qui servent de combustible à celle-ci. Le roman montre comment la certitude morale détruit peu à peu tout ce qui rendait encore la justice humaine, le doute, la prudence, la possibilité de se tromper. Gamelin ne se vit pas comme un bourreau, il se vit comme un serviteur de la vérité révolutionnaire, et c'est justement ce qui donne à la terreur sa forme la plus redoutable. Elle ne repose pas seulement sur la haine, ni même sur la vengeance, mais sur la conviction glacée de faire le bien. Sous cet angle, Unity et le roman d'Anatole France se répondent presque parfaitement. Le jeu montre une révolution emportée par les affrontements de rue, les manipulations, les rivalités de pouvoir, mais le roman rappelle que ce tumulte ne suffit pas à expliquer la terreur. Une ville en feu n'engendre pas à elle seule une machine judiciaire capable d'envoyer des foules entières à la mort. Pour cela, il faut plus que du chaos, il faut une croyance et une organisation. Il faut l'idée qu'une société nouvelle peut et doit être nettoyée de tout ce qui la contredit. Anatole France ne se contente pas de montrer une révolution emportée par ses excès, et lui donne un visage, et ce visage, c'est celui d'Évariste Gamelin. Évariste n'est pas présenté comme un monstre ou comme un sadique, ni même comme un être spécialement violent. Au contraire, il apparaît d'abord comme un homme sérieux, pauvre, sincère, habité par un besoin de justice. Il fait partie de ceux que la Révolution a des raisons de séduire. Ceux pour qui l'ordre ancien n'avait rien de supportable ni de légitime. Chez lui, la colère n'est pas une pause, elle naît d'une expérience concrète de la privation, de l'humiliation, de l'injustice sociale et d'une carrière ratée de peintre. Décidément. Et c'est précisément pour cela qu'il faut le prendre au sérieux. Le roman nous montre que la terreur repose sur des hommes de bonne foi, des hommes qui ne pensent pas trahir la justice, mais bien l'accomplir. Des hommes qui ne croient pas céder à la violence, mais se montrer enfin à la hauteur de leurs principes. Anatole France concrétise la colère qui paraît abstraite, noyée dans la foule. Et donc la psychologie de Gamelin n'est pas sans rappeler celle de Pierre Bellec, le mentor d'Arnaud et l'homme qui l'initie à la confrérie des assassins. Il croit que le monde est structuré par des rapports de force et que dans une révolution, seuls les plus résolus peuvent imposer une direction. Gamelin et Bellec ont ceci de commun, qu'ils ne deviennent pas violents par goût du désordre, mais par fidélité à une idée de la cohérence politique. Tous deux pensent qu'une révolution ne se sauve pas en hésitant. Dans Unity, Mirabeau, maître de la confrérie des assassins de Paris, souhaite maintenir le dialogue avec la monarchie et reste à la recherche de compromis pensant pouvoir sauver davantage de personnes.
Cette compromission est une trahison aux yeux de Pierre Bellec, qui va empoisonner son maître frileux. Dans le roman Les dieux ont soif, nous avons le personnage de Broto des Ilettes, un aristocrate déchu par la Révolution, qui habite à présent une chambre de bonne dans l'immeuble de Gamelin sur la place Dauphine. Il est un homme sceptique, ni réactionnaire ni révolutionnaire. Il est arrêté notamment parce qu'il a compromis sa situation en abritant chez lui des figures suspectes aux yeux du régime, un prêtre réfractaire ainsi qu'une femme royaliste. Mais surtout, il est arrêté pour une suspicion selon laquelle il aurait été partie prenante de la conspiration des prisons. La conspiration des prisons, en simple, c'est un procédé d'accusation contre des prisonniers, mais ensuite aussi contre d'éventuels complices en dehors de celles-ci qui visent à exécuter les accusés pour désengorger les prisons. Broto était proche de Évariste et de sa mère, et malgré tout Évariste, en tant que juré, participera à la condamnation de Broto. Dans cette révolution, Mirabeau et Broto des Ilettes meurent pour l'alternative nuancée qu'ils représentaient. Enfin bon, toute chose ayant une fin, le 24 juillet 1794, historiquement connu comme le 9 Thermidor de l'an 2, Robespierre est renversé à la Convention. Il est fait prisonnier le jour même et exécuté le lendemain sans aucun procès. D'apparence, il s'agit là de la victoire du camp des modérés. Gamelin ainsi que tous les suiveurs, voire adorateurs, de Robespierre se retrouvent symétriquement de l'autre côté de la barre. Évariste est accusé d'avoir participé au massacre judiciaire de la Terreur. Il est condamné pour la fonction qu'il était si fier d'occuper. Anatole France nous fait suivre une vie gâchée, nous présentant d'abord un homme avec des passions qui a tout abandonné par fanatisme. Monsieur de la Serre, mentor d'Arnaud dans Unity, assassiné, victime d'un complot qui lance toute l'intrigue de Unity. Broto des Ilettes, dont l'impartialité était une faute. Pierre Bellec, mort puni pour ses actes. Évariste Gamelin, avalé par la machine qui l'a nourri. Les guerres en Vendée, où l'insurrection des antirévolutionnaires a été réprimée par la Convention. Des dizaines de milliers de morts sur lesquels nous arrivons à mettre un visage grâce à ces œuvres culturelles. Élodie, l'amante de Gamelin, se retrouve seule. Arnaud se retrouve seul aussi après la mort de la femme qu'il aimait, Élise de la Serre. Tué lors de l'affrontement avec l'antagoniste principal du jeu, un de ces hommes qui a voulu bénéficier du chaos engendré par l'instabilité politique du pays. Anatole France nous montre donc ces visages malheureux que beaucoup de joueurs de Unity vont croiser sans s'arrêter. Il nous montre la surface, ce que le peuple parisien a vécu durant ces années qui ont succédé à la chute de la monarchie. Et l'histoire nous apprend, elle, que rien n'est définitif, que l'humilité frappe les gamelins et qu'il y aura toujours une suite. Une fois les foules dispersées, les fanatismes remplacés et les deuils refermés. Encore une fois, j'aimerais remercier ceux qui écoutent les vidéos que je fais sur des lectures qui me plaisent. Pour ceux qui ont lu le livre ou joué au jeu, vos avis m'intéressent toujours. Pour ceux qui n'ont pas lu ou joué, j'espère vous avoir donné l'envie, car selon moi ça vaut franchement le coup de vivre ces deux œuvres. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine.